Mots-parleurs, un podcast de lecture à voix haute réalisé par des adolescents et adultes à l'hôpital partout en France. Pour cette première saison, Mots-parleurs redonne voix à des œuvres de littérature en lien avec la thématique de la peur, objet inspirant des Nuits de la lecture 2023. Ce podcast est une création originale du Centre national du livre, en partenariat avec l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Nous sommes au centre scolaire Georges Oeillères, qui est intégré à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le service de pédopsychiatrie du professeur David Cohen. Dans cet épisode, vous entendrez la voix de Ambre, Salomé, Karel, Samy, Mathéo, qui liront des extraits du livre « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » d'Harper Lee, paru aux éditions Le Livre de Poche. L'histoire, c'est la petite fille qui raconte son histoire. Dont elle s'appelait Scout, en fait, tout le monde l'appelle comme ça. Ouais. Dont son père, elle était seule parce que sa mère était morte, en fait. Son père s'appelait Atticus. Jusqu'à où il y a eu l'agression d'une blanche. Il a eu une accusation d'un noir, en fait. Atticus prend la défense de Tom Robinson. Alors, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, ça part d'un avocat, Atticus, donc qui est veuf, et qui a 2 enfants, Scout et Jem, et qui va être chargé de défendre un homme noir accusé d'avoir violé une jeune femme blanche en pleine période ségrégationniste. c'est des gosses et leur père, il défend un noir qui a été accusé d'un viol et on voit ça du point de vue des gosses. Alors que dans la vraie histoire, ce n'était pas Tom Robinson qui a agressé la blanche, mais c'était le père de... Mais c'était Bob Ewell qui l'a agressé, en fait. Et le mauvais père de la fille, en fait. Du coup, les jurés ne voulaient pas le croire à Atticus, juste parce que c'était une époque de raciste, en fait. Et alors maintenant, est-ce que tu veux bien nous lire l'extrait que tu as choisi alors ? Il n'y a pas de saison bien définie en Alabama. L'été tourne à l'automne et il arrive que l'automne ne soit jamais suivi par l'hiver, mais se transforme en un bref printemps qui se fond bientôt en été. Cet automne fut long et à peine assez frais pour porter des vestes légères. Jem et moi trottillions sur notre hobbit par un doux après-midi d'octobre, quand notre attention fut de nouveau attirée par la cavité d'un tronc. Cette fois, quelque chose de blanc s'y retrouvait. Jem me laissa la priorité. J'en tirai 2 figurines sculptées dans un savon. L'une d'entre elles représentait un garçon, l'autre s'évassait d'une robe sculptée d'une manière rudimentaire. Avant de me rappeler qu'il n'y avait rien de pire pour vous porter la poisse, j'ai poussé un cri et je laissai tomber. Jem les ramassa. « Qu'est-ce qui te prend » cria-t-il. Il ôta la poussière rouge des figurines. « Elles sont belles, je n'ai jamais vu d'aussi belles. » Il me les tendit, c'était 2 enfants en miniature, parfaitement imités. Le garçon portait un short et une tignasse au savon, on lui tombait dans les yeux. Je levai le regard sur Jem. Une mèche de cheveux raides et bruns cachait ses sourcils. Je ne l'avais encore jamais remarqué. Pendant ce temps, Jem me comparait à la poupée à la robe. Elle avait une frange comme moi. Super, très bien, merci beaucoup. Est-ce que, donc cet extrait, c'est toi qui l'as choisi, est-ce que tu pourrais expliquer un peu pourquoi ? Parce que il y a les figurines qui ressemblent à les 2 enfants. Parce que aussi, ils croient que c'est l'arbre qui il était magique. En fait, non, c'était un beau qui les a taillés en fait en savon en fait. Parce que le voisin était gentil en fait. C'est qui, Beau ? Il s'appelait, en fait, son vrai nom s'appelait Arthur, quoi. Sa maison était cassée, il était pauvre, quoi.
Eh bien, concrètement, Bradley, il sort pas, il reste constamment chez lui, il est un peu comptabilisé, si on peut dire, comme un monstre, slash, un fantôme, concrètement, si on peut dire, pour la 9e fois que je dis ça. Mais ça fait qu'au final, les enfants Scout et Jem, en ont quand même légèrement un peu peur. Ça fait un peu la rumeur de quartier du type « La maison est hantée !» Mais bon, c'est pas pour autant ils sont sûrs de ce qui se passe là-dedans et de qui est cette personne, du coup. L'extrait de Salomé, il est page 143, hein, il me semble. Est-ce que tout le monde l'a? C'est Atticus et les oiseaux moqueurs. Est-ce que tu veux bien nous dire pourquoi tu as choisi cet extrait plus que les autres? J'ai choisi l'extrait Atticus et les oiseaux moqueurs, car je trouve que dans ce passage, on découvre un peu plus qui est, du point de vue de Scout, Atticus. De plus, on découvre pourquoi le livre s'appelle « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Il nous explique aussi une petite leçon de vie. L'oiseau moqueur est une métaphore pour désigner l'innocence. Atticus et les oiseaux moqueurs. Il était beaucoup plus âgé que les parents de nos camarades de classe, et nous ne pouvions jamais renchérir à son propos quand ceux-ci disaient « Moi, mon père, Jem adorait le football. » Atticus n'était jamais trop fatigué pour faire des passes, mais quand Jem voulait le plaquer, il disait « Je suis trop vieux pour ça, mon garçon. » Notre père ne faisait rien. Il travaillait dans un bureau, pas dans un drugstore, il ne conduisait pas un camion poubelle, il n'était pas fermier ni garagiste, ni quoi que ce soit susceptible de soulever l'admiration. En plus, il portait des lunettes. Il était presque avec de l'œil gauche et prétendait que l'œil gauche était la tare familiale des Finch. Quand il voulait bien voir quelque chose, il tournait la tête pour regarder de l'œil droit. Il ne faisait pas ce que faisaient les pères de nos camarades. Il n'allait jamais à la chasse, ni à la pêche, il ne jouait pas au poker, ne buvait pas, ne fumait pas, il restait à lire au salon. Pour autant, il ne passait pas aussi inaperçu que nous le souhaitions. Cette année-là, l'école bourdonnait de discussions sur le fait qu'il allait défendre Tom Robinson. Et ce n'était jamais pour en dire du bien. Quand il nous donna nos carabines, Atticus dit à Jem « Je préférerais que vous ne tirez que sur des boîtes de conserve dans le jardin, mais je sais que vous allez vous en prendre aux oiseaux. Tirez sur tous les jets bleus que vous voudrez, si vous arrivez à les toucher. Mais souvenez-vous, c'est un péché de tuer un oiseau moqueur. » Ce fut la seule fois où j'entendis Atticus dire qu'une chose était un péché. Et j'en parlais à Miss Maudie. Ton père a raison. Les moqueurs ne font rien d'autre que de la musique pour notre plaisir. Ils ne viennent pas picorer dans les jardins des gens. Ils ne font pas leur nid dans les séchoirs à maïs. Ils ne font que chanter pour nous de tout leur cœur. Voilà pourquoi c'est un péché de tuer un oiseau moqueur. J'aurais une petite question, du coup, Salomé, c'est en fait... tu dis que c'est une métaphore pour parler d'innocence, mais du coup... En fait, ça m'intéresse. Est-ce que tu pourrais, du coup, m'expliquer un peu? En fait... ils expliquent que c'est un péché de tuer un oiseau moqueur. Ils le disent 2 fois. Et en fait, c'est injuste. On voit que c'est injuste qu'ils tirent sur les gemmes bleues. Ils devraient tirer sur des boîtes de conserve, mais à la place, ils préfèrent tirer sur les oiseaux. Et on voit que c'est une sorte d'injustice aussi. Et on comprend que c'est une métaphore aussi au procès qui va se dérouler par la suite, avec l'homme qui va être accusé à tort d'avoir violé une femme. Et donc dire que c'est un péché de tuer un oiseau moqueur, c'est dire que c'est un péché d'accuser une personne qui n'a rien fait à cause de... Enfin, c'est pas dit dans... C'est pas plus expliqué que ça, mais à cause de sa couleur de peau ou des choses comme ça. Merci beaucoup. On lit le 3e extrait. C'est la confrontation devant la prison, page 235. Carrel. Est-ce que tu peux un peu nous raconter qu'est-ce qui se passe dans cet extrait, pour les personnes qui ne sauraient pas où on en est dans l'histoire? Alors, dans cet extrait,
donc Scout, héroïne et son frère Jem et un copain qui se sont fait du coup près de chez eux, un voisin, Dill, en fait vont rejoindre Atticus devant la prison où est incarcéré du coup Tom Robinson. Et du coup ils arrivent et veulent lui faire en fait d'une certaine manière une surprise. Peu après être arrivés, il y a des hommes étranges qui sortent de voiture et qui se mettent à parler à Atticus. Et donc bien sûr j'imagine que les enfants ne comprennent pas tout de suite, mais en fait ce qu'ils veulent c'est voir Tom Robinson pour lui régler des comptes. En longeant le trottoir, nous aperçûmes une lueur solitaire brillant au loin. « C'est drôle, dit Jem. La prison n'est pas éclairée au dehors. »« On dirait que c'est par-dessus la porte, » observa Dill. Une grande rallonge courait entre les barreaux d'une fenêtre de l'étage et le long de la façade. Éclairé par une ampoule nue, Atticus était assis, adossé à la porte d'entrée sur une chaise provenant de son cabinet. Il lisait sans se soucier des insectes qui voletaient autour de sa tête. J'allais courir quand Jem m'arrêta. 4 voitures poussiéreuses arrivèrent de la route du Méridien, se suivant lentement. Elles firent le tour de la place, passèrent devant la banque et s'arrêtèrent en face de la prison. Personne n'en descendit. Nous vîmes Atticus lever les yeux de son journal. Il le ferma, le plia lentement et le posa sur ses genoux, et poussa son chapeau à l'arrière de sa tête, comme s'il les attendait. Par petits groupes, des hommes sortirent des voitures. À la lumière, quand ils s'approchèrent de la porte de la prison, leurs ombres se transformèrent en carrures solides. Atticus ne bougea pas. Les hommes nous le cachaient complètement. « Il est là, monsieur Finch ?» demanda l'un d'eux. Oui, et il dort. Ne le réveillez pas. Répondit Atticus. Vous savez ce que nous voulons. Écartez-vous de cette porte, monsieur Finch. Vous pouvez retourner chez vous, Walter. Répliqua Atticus aimablement. Le choix des extraits aussi. Le fait que l'histoire soit menée à hauteur d'enfant, soit narrée par une petite fille, est-ce que cela vous a permis de vous identifier davantage à l'héroïne Scout? Oui, parce que au-delà d'être une petite fille, c'est aussi un personnage qui n'a, à part le fait qu'Atticus est son père, qui n'a pas vraiment de rapport avec le procès, l'histoire en elle-même, d'autant plus que du coup c'est une enfant. Et du coup on se reconnaît mieux parce qu'en fait elle le voit avec des yeux de personnes qui ne connaissent pas, qui en fait ne connaissent pas la justice, qui ne connaissent pas très bien encore le monde, tout ça. On voit l'extrait suivant, ça vous va? Oui. Alors ce coup-ci c'est confrontation devant la prison, la suite. C'est le mien. Donc c'est 237, et donc c'est la suite directe, hein, c'est ça. C'est la page d'après. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage-là? Vous nous racontez? Là, ça va pour se battre, globalement. Là, c'est là où Scout et Jem et Dill ils rentrent en scène. En gros. Et toi, tu l'as choisi pourquoi cet extrait-là? Il est pas bien long et j'aime bien. Pourquoi tu l'aimes bien? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Tu sais pas? Ouais, Tu sais pas, mais tu l'aimes bien. ouais, c'est tout. Je lâchai Jem pour courir à toutes jambes vers Atticus. Jem cria et tenta de m'attraper, mais j'étais déjà loin, me faufilant parmi les corps sombres qui sentaient fort, avant de surgir dans le cercle de lumière. Hé, Atticus! Je croyais lui faire une bonne surprise, mais son expression coupa ma joie tout net. Un éclair de pure frayeur traversa ses yeux, mais disparut à la vue de Jem et Dill, se coulant dans la lumière. Atticus se leva lentement, avec des gestes de vieillard. Il posa son journal avec beaucoup de soin, le fermant en suivant les pliures. Ses mains tremblaient un peu. Rentre à la maison, Jem. Emmène Scout et Dill. Nous avions l'habitude d'obtempérer aux ordres d'Atticus, bien que pas nécessairement de bon cœur, mais à la manière dont il se tenait, il était clair que Jem n'avait pas l'intention de bouger. Rentrez à la maison, j'ai dit. Jem secoua la tête. Comme Atticus mettait ses poings sur les hanches, il fit de même. Lorsqu'ils se firent face, je constatai qu'ils ne se ressemblaient guère. Les cheveux châtains et les yeux noisettes de Jem, son visage ovale et ses oreilles bien ourlées, lui venaient de notre mère,
et contrastait curieusement avec les cheveux noirs aux tempes grisonnantes et les traits carrés d'Atticus. Mais d'une certaine manière, leur attitude de défi mutuel montrait leur ressemblance. Mon garçon, je t'ai dit de rentrer. Bah forcément du coup, il y a le procès du coup qui finit par arriver car c'est un peu l'enjeu principal du livre du coup. Et malheureusement pour l'homme noir nommé Tom Robinson, bah il est perdant car fallait s'y attendre. C'est simple, on est dans une époque où le racisme est plus que présent, fallait s'y attendre concrètement. Il aurait pu gagner car la défense était bonne, bien évidemment. Mais l'énorme problème, bah, c'est le racisme. Du coup, bah, forcément, il va être foutu en prison. Alors, est-ce que tout le monde est prêt pour l'extrait suivant, qui est la plaidoirie d'Atticus? C'est Matteo qui lit, hein, c'est ça? Nous courûmes vers le tribunal, escaladâmes les marches du perron, les 2 volets d'escalier, et nous faufilâmes jusqu'à la balustrade. Le révérend Syke nous avait gardé nos places. La salle était silencieuse. Et une fois encore, je me demandais où se trouvaient les bébés. Le cigare du juge Taylor n'était plus qu'un petit morceau marron au milieu de sa bouche. Atticus en était à la moitié de sa plaidoirie. En l'absence de toute preuve concordante, cet homme a été inculpé d'un crime capital et se voit maintenant menacé de la peine de mort. Je poussai Jem du coude. Ça fait combien de temps qu'il a commencé? Il est en train d'examiner les preuves. Et on va gagner, Scout. On ne peut pas ne pas gagner. Atticus parlait avec aisance. Le détachement qu'il mettait à dicter une lettre. Il allait et venait lentement devant les jurés qui semblaient attentifs. Tête levée, il suivait le cheminement d'Atticus avec ce qui ressemblait à de l'approbation. J'imagine qu'ils appréciaient le fait qu'il parle doucement. Il marqua une pause, puis fit quelque chose qu'il ne faisait pas d'habitude, détachant montre et chaîne de son gousset. Il les plaça sur la table et dit « Avec la permission de la cour. » Le juge acquiesça de la tête, et Atticus fit une chose que je ne lui avais jamais vu faire jusque-là, ni en public, ni en privé, et qu'il ne fit plus jamais ensuite. Il déboutonna son gilet, puis son col, desserra sa cravate, et ôta son veston. Il mit les mains dans ses poches, et revint vers le jury, la tache d'or de son col, et les pointes de son stylo et de son crayon brillant dans la lumière. « Messieurs les jurés, dit-il. Sa voix avait perdu sa sécheresse, son détachement, et il s'adressait au jury comme s'il s'agissait de gens au bureau de poste du coin. Messieurs les jurés, je serai bref, mais cette affaire n'est pas difficile. Elle n'exige pas de passer au crible des faits compliqués, mais elle implique que vous soyez sûr, au-delà de tout soupçon raisonnable, de la culpabilité du défendeur. Pour commencer, cette affaire n'aurait jamais dû être jugée. Elle est aussi évidente que la différence entre le noir et le blanc. Et pour finir, comment elle finit cette histoire? En fait, cette histoire finit assez mal parce que au final, même s'il est innocent, Tom Robinson va quand même être condamné parce que en fait, même si Atticus a fait une très bonne défense, il va quand même Tom Robinson va quand même être condamné et du point de vue de Scout, ça va être un peu comme disons comme une fracture dans le monde de l'enfance. Elle va se rendre compte de l'injustice de la société dans laquelle elle vit. Parce que la finalité, c'est que Tom Robinson, quand il est envoyé en tôle pour sa protection, il décide de s'enfuir et il se prend une balle et il meurt sur le coup. Mais malheureusement, il finit par céder à la panique, essaye de s'enfuir et se fait tirer dessus, soi-disant de manière involontaire, car quand même, je suis désolé, quand tu veux tuer quelqu'un, il y a des points vitaux, tu sais viser une jambe et pas viser les points vitaux, quoi. Du coup, il est mort sur le coup, et c'est comme ça, on peut dire que le destin de Tom Robinson est scellé. Toucher la cuisse, c'est mortel.
T'as plein d'artères et de grosses veines dans la cuisse. Je sais, mais je veux dire, bon, par exemple, je sais pas si c'est sûr, il y a des artères, des veines, etc. Mais entre le cerveau, le cœur, le torse, grosso modo, voilà, je sais pas, effectivement. Donc la lecture à voix haute est une fadela, est une pratique ancienne qui est très intéressante et qui est finalement très peu accueillie au sein des établissements scolaires. Oraliser la lecture permet de partager en fait avec les autres. Et je pense que pour nos élèves, au sein en tout cas du centre scolaire hospitalier, ça a eu une vertu absolument incroyable. Enfin, nous, on a vraiment vu s'opérer des liens entre les élèves. Enfin, ils ont été vraiment à l'écoute du rythme de chacun. Et ce qui a aussi été très, très intéressant, et ce que je trouve très intéressant dans la lecture à voix haute, c'est de permettre justement à l'auditeur de puiser dans l'imaginaire. Et je pense que les élèves ont réalisé cette fonction de la lecture à voix haute. L'atelier lecture, Françoise, c'est une belle expérience parce que pour certains des élèves qui ont pu lire, il y a un rapport à l'école qui est parfois très abîmé, des soucis de dyslexie par exemple. Et je trouve qu'ils ont réussi à franchir vraiment, à dépasser quelque chose et qu'ils ont éprouvé du plaisir. Et alors maintenant qu'on a passé tous les extraits, comment c'était pour vous, cet exercice de la lecture à voix haute? Alors, moi, de manière générale, j'aime beaucoup lire à voix haute. Donc, c'était super. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Un peu stressant au début, mais c'est bon. Surtout quand il y a tout le monde qui me regarde, ça me stresse en fait. Et ça fait une différence entre lire dans sa tête et lire à voix haute? Ouais, c'est quoi la différence? Parce que j'entends pas à ma voix, quoi. Et ça fait quoi d'entendre sa voix? Dans les livres, hein. Bah, pareil pour moi, je lisais plus souvent dans ma tête, voire un peu trop dans ma tête. Je me souviens, il y a même des moments quand j'étais en classe, quand on me demandait de... quand j'étais en primaire, si je me souviens bien, oui, c'est ça, en primaire. On me demandait de lire à voix haute. La moitié du texte, c'était dans ma tête, car je décrochais, j'étais en mode... Alors, il se passe aussi. Alors, bon, j'ai pas trop l'habitude, c'est une certitude, mais bon. Alors, Samy, Oui. c'était comment lire à voix haute? Moi, j'aime pas lire de base, donc ça va, mais en vrai, ça me dérange pas. Pourquoi tu n'aimes pas lire de base, comme tu dis? Ça a été compliqué à apprendre et tout. Et en plus, j'ai eu des problèmes avec les gens à cause de ça. Et donc, du coup, ça m'a saoulé. Et j'ai arrêté globalement. Donc, du coup, en tout cas, sur papier, je l'ai plus. Et je lis pas des trop gros trucs parce que ça me saoule. Et c'est comme ça, c'est tout. Mais là, t'es venu à l'atelier quand même. Comment ça se fait que tu sois venu à l'atelier de lecture à voix haute? Moi, je suis neutre, hein. J'aime pas lire, mais genre pour moi. Genre, c'est pour les autres, m'en fous, mais c'est pour moi, non. Et lire pour les autres, c'est plus sympa alors? Bah non, c'est pas que c'est plus sympa, c'est juste que moi, ça me dérange pas. On m'a invité, je suis venu. Voilà, c'est sympa, c'est tout. Elles peuvent pas chercher plus loin. Est-ce que tu trouvais que c'était un truc naturel, facile de lire devant les autres? C'est pas naturel, moi, de lire. C'est pas naturel de parler aux autres, alors de lire devant les autres? Non. C'était même plus chelou qu'autre chose. Mais ça va. On le refait une fois, on essaye de faire un peu plus fort sur la fin. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels du centre scolaire Georges Heuyer, intégré au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, situé à Paris, et accompagné par Blanche Adilon-Lenardoni.